Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et merci de votre participation en tant qu'auditeur, en tant que soutien, en tant que diffuseur et en tant que compagnon de route. Avec cette conférence, Accoucher de soi, c'est à la fois du soi intérieur dont il est question et du nous. Parce que c'est ce 9e mois de l'année, c'est dans ce 9e mois de l'année que s'incarnent véritablement les intentions que nous portons individuellement et collectivement depuis le début de cette année. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble et nous allons voir ce soir à quel point cet être ensemble est essentiel pour colorer le monde d'une nouvelle touche d'unité. Après cette trêve estivale, qui n'était que formelle puisque le travail intérieur ne cesse pas, nous poursuivons notre étude de l'âme dans tous ses états. Mais pour permettre à tous de reprendre le fil de ces conférences, resituons les points essentiels que nous avons étudiés jusque-là, c'est-à-dire la place de l'âme, son rôle, les lois auxquelles elle répond et sa vie dans les règnes de la nature. Concernant la place de l'âme, nous avons vu que l'âme une est une instance intermédiaire entre l'esprit un et la matière une, et que l'esprit, l'âme et les formes constituées de matière ne peuvent être envisagées que comme un tout qui se décline en fractal dans une interdépendance vibratoire continue et indissociable. C'est cette unité et cette interdépendance qui donne un sens à tout ce que nous voyons, et tous les aspects de l'âme sont à envisager au sein de cette unité. Alors, bien sûr, nous les dissocions pour en comprendre leurs multiples facettes, mais au-delà du visible, ils ne sont en rien séparés. Et puis en abordant le rôle de l'âme, nous avons vu qu'elle est avant tout l'aspect conscience universelle qui organise, qui coordonne, qui soutient et qui soutient l'évolution. Elle est le grand principe à l'origine de l'existence. Elle est le pouvoir créateur et le pouvoir abstracteur, celui qui donne l'amour. Évidemment, les fractales de cette grande conscience s'expriment de façon infiniment variée à travers les différents règnes de la nature et tous les éléments qui composent ces règnes. Mais au cours de ces incarnations, l'âme conscience est toujours limitée par la forme élémentaire qu'elle a créée, qu'elle habite et qu'elle anime. Et au départ, elle se trouve dans l'impossibilité de rayonner son plein potentiel compte tenu de la nature vibratoire de la substance dont elle s'est entourée. Mais incarnation après incarnation, l'âme transforme la substance intérieure des formes dont elle s'est parée jusqu'à pouvoir rayonner sans entrave. Et puis pour comprendre l'âme dans ses différents aspects, nous avons entrepris d'étudier les lois qui la régissent, puisque tout ce qui vit est régi par des lois qui déterminent divers fonctionnements. Au sein de la psychologie humaine, nous avons vu que les lois qui conditionnent la personnalité et celles qui s'appliquent à l'âme diffèrent radicalement. En effet, les lois de l'âme gouvernent la vie globale, qu'on appelle aussi la vie de groupe, alors que celles de la personnalité s'appliquent à la vie individuelle. Et c'est là une énorme différence. Et pourtant, l'âme, la personnalité ne sont jamais dissociées, quoi qu'il en paraisse. Au début, l'âme toujours présente n'est cependant pas du tout perçue par la personnalité, qui pendant de nombreuses vies l'ignore totalement. Et quand enfin le contact conscient entre les deux instances s'établit, eh bien, les 3 premières lois de l'âme commencent à impacter la vie des individus. Et cet impact, naturellement, se manifeste par des nouveaux questionnements, par une soif de vérité qui transforme progressivement les façons d'être, de penser et d'agir. Ça crée un afflux de lumière dans l'individu et dans le monde, même si le côté lumineux est encore plein d'opacité par ailleurs. Et ces 3 premières lois, bien comme nous les avons vues, ce sont les lois de sacrifice, la loi d'impulsion magnétique et la loi de service. Et nous avons vu que étudier les lois, c'est très enseignant. Parce que
pénétrer leur sens profond, demande d'envisager l'existence depuis un autre point de vue. Ça demande d'avoir une approche différente et d'opérer un transfert de conscience indispensable pour éviter de rester dans des apparentes évidences qui nous semblent tellement familières qu'en réalité, nous passons complètement à côté d'une réelle compréhension. Ces lois de l'âme ne traitent pas des personnalités qui s'efforcent d'être âme, mais des fonctionnements naturels de l'âme sur son propre plan, qui ont des répercussions notables sur la personnalité. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine, et souvent la personnalité, on l'oublie et se croit encore à l'origine de l'existence, alors qu'elle n'en est que la conséquence. D'ailleurs, quand nous avons étudié la loi de sacrifice, nous avons vu comment l'interprétation de cette loi par la personnalité va totalement à contresens de ce qu'elle exprime vraiment. En effet, cette loi qui concerne le sacrifice, auquel consentent les âmes qui choisissent de mourir, c'est-à-dire de descendre dans des formes extrêmement limitantes pour permettre le processus d'évolution. Et c'est grâce à ce don d'elle-même, c'est grâce à cet acte sacré, que le développement de la conscience s'opère au sein des formes. Du point de vue de l'âme, le sacrifice, c'est donc le renoncement à un état de béatitude pour naître dans une forme qui la limite. Et pour elle, ce que nous appelons la naissance, c'est la mort, à un état de félicité. Mais du point de vue de la personnalité, c'est évidemment le contraire. Le sacrifice, c'est une mort des formes pour un hypothétique ailleurs. Alors comme on le voit, cette loi est celle qui pousse au don de soi. Elle est l'impulsion vitale du don qui anime toute conscience en mouvement. Et elle incite à donner sans attente de retour. Et quand la personnalité commence à y répondre consciemment, elle comprend la nécessité de travailler au bénéfice de l'ensemble. Elle comprend l'importance de renoncer au plan personnel pour se mettre au service des plans de l'âme. Bien sûr, toutes ces transformations sont longues et difficiles, et s'étalent sur plusieurs vies. Et c'est pourquoi cette loi de sacrifice initie aussi la loi des renaissances, parce que c'est elle qui pousse l'âme à revenir sans cesse en incarnation, jusqu'à ce que sa mission, jusqu'à ce que sa part de plan soit pleinement réalisée. Puis nous avons abordé la deuxième loi de l'âme, la loi d'impulsion magnétique. Cette loi est à l'âme ce que la loi d'attraction est au monde des phénomènes. Autrement dit, la loi d'impulsion magnétique, c'est l'aspect subjectif de la force d'attraction. Elle pousse les âmes à s'interconnecter pour mener à bien, dans les manifestations, un travail d'union, un travail d'amour, engendrant une créativité nouvelle. Cette loi organise tous les rapports, les interactions, les collaborations, les unions entre l'ensemble des unités d'énergie présentes au sein de l'âme une. Donc, elle gouverne les rapports existants entre les âmes de tous les règnes. Elle est l'origine invisible qui sous-tend les relations et la solidarité que l'on voit à l'œuvre dans l'extraordinaire interdépendance de toutes les formes de vie au sein de la nature, comme nous avons pu le voir. Et c'est en cela également qu'elle permet à l'humanité de remplir son rôle d'intermédiaire entre les énergies extraplanétaires et l'ensemble des terriens. C'est pourquoi nous avions insisté sur l'importance et la puissance de la méditation de groupe lors des pleines lunes, pour accompagner justement consciemment les énergies et en être des passeurs. Et c'est ce qui nous a amené naturellement à voir la troisième des lois de l'âme, la loi de service. Et nous avons vu que le service est vraiment la raison d'être de l'âme sur Terre. C'est l'instinct de l'âme en manifestation. C'est vraiment la pulsion qui anime et irradie à travers la forme, dès que celle-ci est suffisamment avancée pour rendre la chose possible. Nous avons vu que c'est ce à quoi nous sommes d'ailleurs tous invités. Laisser circuler en nous les qualités de l'âme en se faisant relais de ces énergies. Et cette mise à disposition
entraîne une radiance. Radiance qui ne se commande pas, qui ne se cultive pas de façon volontaire et personnelle, mais qui résulte de l'oubli de soi et du travail pour le bien de l'ensemble. Et lorsque cette radiance illumine le mental, eh bien, le service opère alors selon la volonté de l'âme, car c'est par ce rayonnement mental que l'âme crée de nouvelles conditions de vie sur Terre. Voilà de façon très résumée ce que nous avons développé lors des 3 premières conférences de ce cycle, en insistant sur la façon dont l'humain, mu par ses énergies, apprend progressivement à en devenir le relais conscient. Ainsi, la loi de sacrifice, la loi d'impulsion magnétique, la loi de service forment un tout. Elles sont le fonctionnement unitaire de l'âme en incarnation et nous retrouvons leur présence à tous les stades de la création. Nous avons vu en effet que lorsque l'âme s'incarne dans un règne de la nature, elle répond à l'impulsion de la loi de sacrifice. Et bien sûr, elle le fait en totale conscience de groupe, en répondant à la loi d'impulsion magnétique, et sa créativité répond à la loi de service. Et c'est ce que nous avons à chercher à mettre en évidence lors des 4 conférences suivantes, en montrant la richesse de l'expression de ces lois de l'âme dans les différents règnes de la nature. Parce que si les fonctions de l'âme est identique à travers tous les étages de l'existence, du macrocosme au microcosme, son expression varie grandement à travers les règnes. Et c'est ainsi que nous avons vu ces lois à l'œuvre dans la genèse, dans la vie et dans l'évolution des 4 règnes que sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Nous avons donc pu constater que rien n'échappe à l'omniprésence des lois de l'âme dans les 4 règnes de la manifestation. Alors, nous avons donc déjà vu beaucoup de choses concernant l'âme. Nous avons évoqué l'âme une et ses multiples parcelles présentes en chaque forme. Mais nous n'avons pas encore abordé l'âme en tant que mystérieux 5e règne de la nature. Or, si nous reconnaissons facilement les règnes minéral, végétal, animal, humain, à leur forme, évidemment, à leurs caractéristiques et qualités particulières, à quoi reconnaît-on le 5e règne de la nature? En fait, et nous l'avons souvent souligné au cours de ces derniers mois, même si pour nous c'est ce qui apparaît le plus important, les véritables différences entre les règnes ne résident pas dans leur forme, mais dans leur différence d'état de conscience. Et c'est sur ce point que nous avons insisté en passant en revue les différents règnes. Un règne de la nature, c'est avant tout un stade de développement de la conscience, dû au rapport entre une parcelle d'âme une et une forme plus ou moins limitée. En effet, si l'âme une est conscience de tout, avec un C majuscule, chacune de ces parcelles est dotée d'un niveau de conscience extrêmement différent. Toutes les parcelles d'âme jouent exactement le même rôle fondamental. Mais en fonction des formes qu'elles animent, leurs états de conscience vont du plus simple au plus unitaire. Ainsi, comme nous l'avons vu la fois dernière, il ne faut pas réduire le 4e règne de la nature, l'humain, à sa forme. Non. C'est avant tout un être qui est doté de la conscience réflexive, de la conscience de soi. C'est cela qu'il faut vraiment retenir. De la même manière, nous pouvons dire que le 5e règne est caractérisé par une conscience globale. La conscience de tout, qu'on appelle aussi la conscience de groupe. Et cet état de conscience peut exister sans être relié à une forme particulière, sans être incarné. Au contraire, il peut exister relié à un humain ou à un déva. Qu'importe la forme. C'est l'état de conscience qui définit les règnes, et là, le 5e règne. Et donc, ce qui est appelé le 5e règne, c'est l'état de pleine conscience de l'âme sur Terre. L'état de pleine conscience de l'âme sur Terre. C'est la conscience la plus globale qu'on puisse atteindre sur notre planète. Et même si cela représente pour nous un but, n'oublions pas que ce n'est qu'une étape
vers d'autres états de conscience planétaires, stellaires, etc., vraisemblablement à l'infini. Mais pour l'instant, sur Terre, seuls les humains peuvent avoir accès à cette conscience unitaire, parce que les règnes subhumains, comme nous l'avons vu, doivent tout d'abord passer par l'individualisation, avant de pouvoir rejoindre cet état de conscience. Alors, le mot cinquième règne, il peut paraître nouveau, surprendre. Mais en fait, il faut savoir que sous d'autres appellations, les religions nous en parlent depuis des millénaires. Il est donc intéressant de commencer par voir de quelle manière elles nous en parlent, et sur quoi elles mettent l'accent, et aussi ce qu'elles omettent. Le cinquième règne a souvent été nommé par les religions le royaume de Dieu. Il est décrit par de nombreux mystiques comme étant un état de paradis, ou de nirvana, ou de béatitude, d'illumination, d'amour parfait. Et il est présenté généralement non pas comme une étape, mais comme une réalisation finale. Si vous êtes illuminé, si vous êtes un saint ou une sainte, on considère que vous avez accompli votre mission et que vous pouvez tranquillement siéger à la droite de Dieu pour l'éternité. Mission accomplie. Mais l'aspect divin absolu, associé au monde de l'âme, ça entretient une confusion et un flou sur la véritable nature du cinquième règne, tout en incitant les hommes à investir un objectif de réalisation spirituelle. Et c'est vers cet objectif de réalisation spirituelle que l'ensemble des religions ont cherché à conduire l'humanité pendant de nombreux siècles. Et en cela, elles ont parfaitement réussi. Elles ont dicté des comportements de bonne conduite, développé des valeurs d'amour, de respect, d'altruisme, et qui sont présentes maintenant dans les consciences. Cette approche du divin par la voie sensible rassemble encore aujourd'hui des centaines de millions de personnes qui cherchent l'accès au royaume de Dieu en s'efforçant inlassablement de combattre l'égoïsme, en cherchant à se purifier, à cultiver la bienveillance, la bienfaisance, la charité, et à promouvoir les valeurs de fraternité entre tous. Et c'est là un excellent premier pas, indispensable, mais qui doit pouvoir en amener d'autres. Alors, certains consacrent leur vie entière à chercher l'illumination, et beaucoup y parviennent, dans une certaine mesure. Mais cette quête toute religieuse qu'elle soit, est un désir personnel. En effet, il est important de réaliser que de nombreux mystiques et religieux sont essentiellement centrés sur leur progrès spirituel, sur le rapport avec leur âme, sur leur méditation, leur ressenti, leur contact avec quelque entité supérieure, leur dialogue avec Dieu. Certains suscitent l'admiration, et ils ont une telle aura de lumière et d'amour qu'ils attirent les foules. Ils prêchent, ils enseignent, ils fondent des ashrams, dégagent des vibrations qui apaisent et dispensent des mots de sagesse qui peuvent ravir les uns les autres. Les mouvements qu'ils génèrent suscitent un bien-être émotionnel qui peut même devenir d'ailleurs addictif pour certains. Rencontrer quelqu'un qui rayonne l'amour, c'est un toucher vibratoire qui ne laisse pas indifférent. C'est une rencontre du cinquième type qui plonge dans un univers vibratoire d'unité et dont on se souvient longtemps. Mais ces bains dans l'aura d'un saint homme ou d'une sainte femme, ces radiations de bonnes énergies qui se diffusent à quelques fidèles, mais ne témoignent pas de la conscience de groupe propre au cinquième règne. Elles résultent de l'intérêt de personnes en conscience individuelle fortement sensibles à la chose spirituelle et se nourrissant à l'ambiance lumineuse d'un être plus rayonnant qu'eux parce que plus avancé sur le sentier. Mais en fait, ni les uns ni les autres ne sont encore très avancés dans la conscience de groupe. Parce que le poids de l'importance personnelle est encore très présent, même chez les individus enclins à l'altruisme et à l'ascétisme. En fait, ils ont vraiment fait leur premier pas dans le cinquième règne en devenant conscients de l'âme, mais il leur reste du chemin à parcourir pour entrer pleinement dans la conscience de groupe
et sa créativité mentale. Cette valorisation de la démarche spirituelle individuelle résulte de l'énergie des poissons qui a baigné la Terre et l'humanité pendant plus de 2000 ans. Et elle était encore la voie considérée comme majeure il y a une centaine d'années. Mais à présent, avec la prégnance de plus en plus forte des énergies que porte l'ère du Verseau, l'accent n'est plus à mettre sur des rassemblements autour d'un individu, mais sur la créativité de groupe, sur des progrès de groupe, pour des voies de groupe, où nul n'occupe la place de centre rassembleur. Les lois de l'âme nous disent que nous n'avons plus besoin actuellement, de suivre la voie de la sagesse personnelle. Parce que le personnel fonctionne toujours d'une façon séparée, alors que l'âme ne fonctionne qu'en formation de groupe, pour le groupe et l'accomplissement du plan global. Actuellement, le plan planétaire a un urgent besoin de groupes subjectifs qui fonctionnent ensemble et qui créent ensemble. Et c'est ce que va nous confirmer cette loi si importante qu'est la 5e loi de l'âme, la loi de progrès de groupe que nous allons étudier ce soir. Et donc, pour nous résumer ce que nous venons de dire, les religions étaient importantes pour présenter la voie spirituelle et permettre à bon nombre d'humains de faire leur premier pas dans le 5e règne. Mais comme la plupart de l'humanité à l'époque était en conscience de masse, elles l'ont présenté comme un but ultime qu'il était possible d'atteindre une fois pour toutes, simplement en suivant un certain nombre de préceptes à la lettre. Pour la même raison, elles ne pouvaient absolument pas présenter la conscience de groupe à des personnes qui, dans leur ensemble, n'avaient même pas encore atteint la conscience individuelle. Et comme le mental n'était pas encore développé, la dimension mentale du service de l'âme ne pouvait nullement être envisagée. Alors, maintenant que nous avons progressé dans tous ces états d'être, nous pouvons chercher à pénétrer un peu plus la psychologie du 5e règne. Alors, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés quand on cherche à expliquer la psychologie du 5e règne, ça tient au sens des mots. En effet, les mots que nous utilisons en conscience individuelle prennent un tout autre sens du point de vue de l'âme. Et c'est là une source de confusion fréquente dans l'approche du 5e règne. On en parle avec les mots du 4e règne, avec nos définitions qui ont leur source dans une vision d'un monde séparé. Et cette difficulté est d'autant plus grande que nous partons de certains consensus qui semblent des évidences pour nos intellects. Nous en avons donné d'ailleurs quelques exemples à propos des premières lois de l'âme. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est apprendre à changer de paradigme. En effet, aborder le 5e règne en parlant de conscience de groupe aboutissant à une créativité sur Terre, ça peut être entendu comme quelque chose de tout à fait banal et qui existe partout déjà depuis longtemps. Dans notre société, en conscience individuelle, le travail en groupe, le fonctionnement en équipe, la coopération sont des valeurs de plus en plus présentes dans toutes les entreprises, qui ne cessent de mettre l'accent sur ce que les hommes savent et expérimentent depuis la nuit des temps, à savoir que l'union fait la force. Alors, associer le 5e règne à une conscience de groupe générant une créativité nouvelle sur Terre, on pourrait presque dire que ça n'a rien de nouveau. On pourrait même dire que nous y sommes déjà. Oui. Du point de vue de nos définitions intelligentes du 4e règne, c'est vrai, nous y sommes, avec un certain sens des mots. Mais dans l'optique du 5e règne, tout reste à faire. Donc, encore une fois, la difficulté pour traiter de la conscience de groupe, de ces différences et des subtilités dont elle témoigne, tient au fait que nous en parlons ou que nous cherchons à comprendre ceux qui en parlent d'un point de vue unitaire en tant qu'individus en conscience individuelle. Et pour illustrer ces difficultés, avant d'aborder la conscience de groupe, commençons par voir simplement comment nous entendons le mot conscience. Généralement, ce mot renvoie à ce que nous en expérimentons forcément au quotidien.
c'est-à-dire la prise en compte de quelque chose. Nous avons conscience de quelque chose, conscience d'une situation, nous avons conscience de soi, nous avons conscience des autres, conscience de tout ce qui existe, nous avons conscience de l'âme même. Et toute nouvelle prise de conscience augmente l'espace de ce champ de conscience. En conscience individuelle, nous sommes un centre qui a conscience d'eux. Et nous sommes si coutumiers de cette conscience que lorsqu'il s'agit d'imaginer la conscience des végétaux ou des minéraux, les limites de nos conceptions nous conduisent à leur prêter une conscience semblable à la nôtre. Oh, certes, moins évoluée quand même. Une conscience où la conscience de soi n'existe pas. Mais nous leur prêtons des sentiments et des ressentis qui s'apparentent aux nôtres. Et nous interprétons leurs attitudes depuis le filtre de nos consciences individuelles. Et comment nous y prenons-nous pour imaginer la conscience de l'âme ? Pareil. Nous lui prêtons aussi une conscience identique à celle que nous connaissons. Mais là, en élargissant énormément son champ de conscience, en pensant qu'elle a conscience de tout. Mais dans notre vécu intérieur, c'est toujours une conscience de quelque chose, même si c'est du tout. Alors qu'en réalité, il s'agit complètement d'autre chose. L'âme n'est pas un centre qui a conscience de, elle est conscience. Pas le même verbe. Elle est en état d'accord avec ce qui est, en union avec ce qui est. Pour rendre compte de la conscience de groupe, nous devons donc partir de la conscience unitaire de l'âme une, qui préexiste à tout. En effet, si l'âme continuait à avoir conscience d'eux, comme dans notre monde en conscience individuelle, ça signifierait qu'il y a elle et le monde. Elle et le champ de conscience qu'elle embrasse. Ça voudrait dire donc qu'il y aurait un observateur et un observé. Donc un monde fait de séparation et de dualité. Et c'est là que nous constatons qu'il est fort difficile de parler de quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment expérimenté. Alors pour sortir de cette impasse, beaucoup parlent de conscience pure. Mais ce sont là souvent que des mots que chacun habille comme il peut, à partir des représentations de sa propre conscience individuelle. Mais bon, ce n'est pas parce que les mots manquent pour le décrire, ce n'est pas parce que nous ne vivons pas encore pleinement en tant qu'âme, et ce n'est pas parce que nous sommes balbutiants sur le chemin de la conscience de groupe qu'il ne faut pas chercher à pénétrer plus avant ces mondes qui nous sont encore inconnus. Alors quand on parvient, même un court instant, à vibrer à la fréquence de la conscience unitaire du cinquième règne, alors nous découvrons un monde où tout se présente d'emblée comme un. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'unité séparée, mais une articulation solidaire entre des parties qui constituent un tout, vécu comme une entité unique. Cet état d'être, difficile à décrire, rend compte de l'unité première, à l'origine de toutes les unités détaillées auxquelles nous avons accès. Et l'une des manifestations de cet état d'être unitaire s'exprime à travers le corps éthérique, dans lequel chaque aspect naît de l'ensemble et demeure inséparable du tout. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi parler de conscience de groupe et pas directement de conscience globale, de conscience universelle à propos du cinquième règne? Parce que dans chaque règne, il y a de nombreuses marches pour atteindre la fréquence de conscience la plus élevée. C'est pour cela qu'il faut du temps pour passer du simple carbone au diamant. Or, à l'exception de certaines personnes qui sont très avancées, l'humanité est seulement en train d'entrer dans le cinquième règne et d'explorer cet état de conscience. Elle en est simplement aux premières marches d'un escalier qui, d'expansion de conscience en expansion de conscience, mène à la conscience globale, mène à la conscience universelle. Mais sur cette première marche, il est encore impossible d'avoir une vision précise de ce tout, de cette globalité. S'il est possible, intuitivement,
de sentir, de percevoir l'ampleur de ce tout, mais nous ne sommes pas du tout encore en mesure d'en traduire pleinement l'essence dans un processus créateur, parce que c'est ça l'intérêt. Aujourd'hui, à notre stade d'évolution, nous avons à pénétrer la notion de groupe pour travailler à la jonction et à la coopération entre les consciences du cinquième règne et du quatrième règne. Alors, que dire de ces groupes ? Tout d'abord qu'il ne s'agit pas de regroupement physique, mais d'union vibratoire subjective. Les personnes qui consciemment participent à ce type de groupe peuvent ne jamais se rencontrer physiquement, tout en travaillant ensemble sur le plan mental abstrait, à la traduction des idées, à la base des projets pour le bien commun. À mesure que nous pénétrons cette conscience, nous comprenons de mieux en mieux comment les âmes s'attirent, se reconnaissent pour travailler ensemble à l'évolution dans tous les règnes. En conscience de groupe, on sait que les idées émanent d'un champ unitaire, et donc que nul n'en est propriétaire, et que l'important réside dans notre capacité à créer depuis ces points d'essentialité. Il n'est donc pas utile d'être physiquement ensemble pour coopérer en manifestation à ce travail de création. Quelqu'un peut apparemment vivre ou travailler seul, tout en étant pleinement en phase avec la conscience unitaire du cinquième règne, et relié aux nombreuses autres personnes avec qui il travaille subjectivement. Ces groupes de travail sur le plan mental abstrait sont essentiels, mais progressivement se constituent aussi des groupes objectifs qui permettent d'incarner ce qui est perçu par l'ensemble. Et ces groupes objectifs sont en quelque sorte les prises de terre du cinquième règne dans le quatrième. Mais alors, pourquoi ce type de conscience est-il indispensable pour l'évolution du monde ? Et parce que de marche en marche, d'unité de vie en unité de vie, d'unité de conscience en unité de conscience, nous prenons la mesure que nous vivons dans un monde d'énergie où rien n'est séparé. Et que pour construire un monde conforme au plan d'amour, il faut nous familiariser avec ces énergies. Et seuls les humains qui vivent en conscience de groupe peuvent, par leurs pensées, par leur rayonnement, leurs actions, guérir le monde de l'égoïsme et de l'individualisme. Bien. Alors, après avoir vu le type de conscience qui caractérise le cinquième règne, entrons à présent plus précisément dans son organisation et dans son fonctionnement. Voyons donc comment ce règne participe au service planétaire. Dans tous les règnes, il y a une constante, c'est celle de l'évolution de conscience. Et ce principe doit vraiment rester la toile de fond de toutes les notions que nous traitons. Et donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le cinquième règne de la nature comporte lui aussi une graduation évolutive. 5 étapes marquent l'expansion de conscience progressive au sein de ce règne. La première expansion de conscience a lieu lorsque l'humain réalise non seulement qu'il a une âme, mais qu'il est avant tout une âme en incarnation. C'est l'entrée dans le cinquième règne. La deuxième étape l'amène à s'ouvrir à la conscience de groupe en maîtrisant l'émotionnel. La troisième marche le fait entrer de plein pied dans le cinquième règne par l'illumination mentale. La quatrième est une consécration totale à la mise en œuvre du plan divin en renonçant à tout ce qui n'est pas de cet ordre. Et la dernière rend compte de la perfection absolue de ce règne qui se manifeste par la conscience planétaire globale que seuls connaissent les maîtres de sagesse. Leur degré d'évolution leur permet de commencer alors à entrer en contact avec les 6e et 7e règnes que sont les consciences planétaires et stellaires. Et donc ce sont 5 étapes que les écrits ésotériques nomment aussi initiation et sur lesquelles nous reviendrons lors de la dernière conférence de ce cycle. Ces différents niveaux de conscience ont donné naissance au mot de hiérarchie pour désigner le 5e règne. Et là encore, il y a risque de mauvaise interprétation, parce que c'est un mot qui fait partie de notre vocabulaire quotidien, où il implique l'existence de chefs et d'exécutants,
une notion d'autorité pas forcément toujours bienveillante, et un encadrement qui contraint à obéir plus ou moins subtilement. Mais à l'origine, hiérarchie signifie gouvernement sacré, ce qui montre bien la déformation de notre utilisation du mot. Au sein du cinquième règne, la hiérarchie est l'ensemble des humains en conscience de groupe qui collectivement engendrent un gouvernement planétaire sacré et y répondent comme un. Et donc, au sein de la hiérarchie, il n'y a aucun rapport de pouvoir ou de commandement, quelle que soit l'avancée des uns et des autres sur le chemin de la conscience. Les maîtres de sagesse ne cherchent ni n'attendent d'ailleurs obéissance, et ils n'imposent jamais rien à celles et ceux qui avec eux composent cette hiérarchie. Contrairement à ce que nous connaissons dans le monde de la manifestation, la hiérarchie n'est pas un organigramme que certains auraient structuré, mais un ensemble au sein duquel chacun a une perception intuitive de sa place et s'articule naturellement avec le tout selon son degré de conscience. Dans le cinquième règne, tout est vibratoire, tout est mouvement énergétique, tout est flux et se modifie constamment au gré des mouvements qu'impulse le plan tel qu'il est perçu par les consciences en capacité de le relayer. Et donc, faire partie de la hiérarchie, ça n'est vraiment pas une sinécure. Ça n'est pas un endroit d'extase éternelle et paradisiaque dans lequel on baigne. Ah non. C'est assumer une responsabilité permanente vis-à-vis de la mise en œuvre du plan d'amour sur Terre. C'est donc être en rapport de travail créatif avec l'humanité, avec les trois règnes subhumains et avec le règne des Devas. Nous y reviendrons lors de la prochaine conférence. Mais alors, comment s'organise ce travail ? Sans entrer dans les détails, qui sont extrêmement nombreux, l'organisation de la hiérarchie se structure selon les lignes des 7 rayons d'énergie, qui, rappelons-le, sont au fondement de tout ce qui est. Ainsi, l'évolution sur Terre des 3 rayons majeurs et de leurs effets est sous la responsabilité de 3 maîtres appelés le Manu, pour le rayon 1 de volonté-puissance, le Christ, que nous connaissons bien, pour le rayon 2 d'amour-sagesse, et le Mahakohan, pour le rayon 3 d'intelligence créatrice. Et puis 4 autres maîtres sont en charge des 4 autres rayons. Et ils sont tous présents sur Terre, dans des corps en substance éthérique, et souvent même dans des corps physiques denses. Ils sont les intermédiaires entre le plan qu'ils perçoivent sur les niveaux de conscience planétaires et toutes les autres âmes du 5e règne qui ont à le mettre en œuvre. Chacun a des degrés divers, et chacun selon les lignes d'énergie qui lui sont propres. Ils sont les phares vibratoires qui, par leur rayonnement, attirent les âmes qui leur sont affiliées. Et c'est ainsi que cette radiation attire tous ceux qui cherchent à pénétrer progressivement les niveaux mentaux abstraits sur lesquels les maîtres de sagesse déposent les idées essentielles qu'ils ont traduites pour le temps à venir. Ces idées sont juste à la disposition de ceux qui, compte tenu de leur niveau de conscience, peuvent y être sensibles. Mais elles ne sont jamais imposées. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Rien n'est imposé dans le déroulé évolutif. L'humanité est parfaitement libre. Chacun, en fonction de son âge de conscience, peut interpréter ses idées et les manifester selon ses capacités. Alors évidemment, des contresens et des déformations donnent lieu à de multiples erreurs, mais c'est ainsi que l'humanité apprend. L'erreur est humaine et c'est une voie d'apprentissage qui permet d'atteindre un jour la conscience d'un maître de sagesse. Et c'est quand toutes les parties auront intégré pleinement et librement les vibrations d'unité, sans que nul ne leur ait jamais rien imposé, que l'unité régnera véritablement sur Terre. Alors, on pourrait dire que la relation de maître à disciple, elle existe donc, oui, mais elle n'existe que sur les plans mentaux supérieurs, là où règne une totale impersonnalité qui déjoue tous les enjeux de pouvoir et de domination que nous connaissons dans nos mondes manifestés. Il est donc indispensable de revisiter entièrement les représentations que nous avons de la relation
de maître à disciple, ou de disciple à maître. Les maîtres ne demandent pas à être admirés, ni à être vénérés. Ils ne souhaitent pas du tout qu'on les prie ou qu'on leur rende grâce. Et d'ailleurs, nous n'avons rien à attendre d'eux, personnellement. Voilà qui change notre regard, et parfois même qui renverse nos espoirs ou nous déçoit. Parce que les maîtres ne sont donc pas là pour nous, parce que c'est nous qui sommes là pour eux. Pour relayer les idées jusque dans la forme, parce que nous sommes tous associés. Ils ont besoin, les maîtres, de notre participation pour réaliser le plan sur Terre. Ils transmettent les vibrations du plan en provenance de la conscience de la Terre qu'à notre tour nous devons manifester jusque dans la société où nous vivons. C'est donc une relation de travail qu'ils attendent de nous, et non une approche émotionnelle, dans laquelle le désir de les contacter et la dévotion à leur endroit coupent complètement de toute réelle coopération impersonnelle. Et donc, nous n'avons même pas non plus à leur adresser nos prières ou nos demandes d'aide pour notre mieux-être, notre évolution, ni d'ailleurs pour celui du monde. Leur conscience est entièrement tournée vers les idées à mettre en œuvre pour matérialiser ce que nous appelons l'avenir, et non pour répondre aux situations matérielles difficiles présentes, qui ne sont que l'aboutissement des pensées antérieures de l'humanité qui se sont matérialisées. Dans le cinquième règne, ce n'est plus la loi du particulier qui prime, mais celle de l'ensemble auquel chacun se donne pour le bien de tous. Et il est important de se rendre compte que la conscience unitaire, propre à ce règne, incite chaque âme à se relier globalement à ces hautes sphères de conscience, et non à l'individualité d'un maître particulier. Et c'est pourquoi toute vénération vis-à-vis d'eux, c'est encore une dérive de la conscience individuelle. Voilà donc une petite idée de l'organisation de la hiérarchie au sein du cinquième règne. Et ça permet de mieux comprendre l'agencement et la coordination qui existent entre les règnes suprahumains et le règne humain. Pour compléter ce fonctionnement, il nous reste à voir comment des groupes de travail s'organisent pour servir le plan. Et pour cela, nous allons maintenant aborder la cinquième loi de l'âme, la loi de progrès de groupe. Nous n'avons pas oublié la quatrième, la loi de répulsion, mais nous en parlerons un peu plus tard. En quoi cette loi de progrès de groupe atteint-elle l'humanité aujourd'hui et qu'implique-t-elle véritablement ? Depuis des milliers d'années, l'humanité progresse en répondant à l'appel du progrès individuel. Chacun s'efforce de se parfaire au mieux pour atteindre son niveau de compétence maximale et rayonner dans une personnalité pleinement qualifiée. Et de nos jours, de nombreuses techniques de développement personnel sont disponibles pour aider chacun à révéler l'ensemble de ses potentiels. Et ce développement des habiletés personnelles a permis à de nombreuses individualités d'occuper des places de choix dans les domaines des sciences, de la philosophie, de la culture, même dans les milieux sportifs. Dans cette logique, chacun travaille à réussir sa vie matérielle, sa vie familiale, sa vie professionnelle, et même, comme nous l'avons vu, sa vie spirituelle. Cette culture exclusive du mieux pour soi et pour ses proches a engendré une civilisation qui voit l'importance personnelle et la compétition forcément portée à son comble. Lorsqu'on passe dans le cinquième règne, cette logique n'a plus cours. Elle cède la place à celle qui résulte de la loi de progrès de groupe. Sous la poussée de l'âme, cette loi incite les personnalités à réaliser que si elles veulent relever les défis qui se présentent à elles, réussir le monde de demain en instaurant de justes relations sur Terre et entre tous les terriens, un saut de conscience est indispensable. Et c'est donc avec une conscience de groupe que l'humanité va devoir envisager l'avenir. C'est-à-dire une conscience où chacun se positionne en tant qu'élément d'un ensemble, se préoccupe de la vie de cet ensemble et cherche à participer à son évolution, et non à une réussite personnelle, même spirituelle. En effet, pour les aider dans leur évolution personnelle, beaucoup de personnes aimeraient faire partie de groupes,
mais ils se trompent d'objectif. C'est à eux d'apporter leur énergie au groupe, et non au groupe de leur en fournir. Et c'est ce à quoi incite la loi de progrès de groupe. L'âme pousse les individus à penser en tant que groupe pour traduire ensemble ce qu'ils peuvent percevoir de certaines parties du plan nécessaires à l'évolution humaine. Et certains de ces rapprochements peuvent ensuite se matérialiser éventuellement dans des groupes objectifs pour donner corps à des projets concernant le bien de l'ensemble. Dans tous les domaines de la civilisation, chacun peut désormais constater que le temps des personnages géniaux et providentiels s'est terminé. Parfois, certains font encore de la résistance en cherchant à exercer leurs prérogatives, leurs responsabilités ou leur pouvoir, seuls. Mais ça ne marche plus. Du moins, ça n'implique plus aucune avancée bénéfique pour le monde. Mais changer de logique, passer de la logique personnelle à la conscience de groupe, exige un engagement et un combat qui s'étend sur plusieurs vies. Chacun d'entre nous peut mesurer la difficulté qu'exige le renoncement à son bien propre pour le bien de l'ensemble. Et parce que ça n'a rien de naturel et d'évident pour la personnalité qui s'est construite à la force du moi-je. Et c'est pourquoi la capacité de répondre à la loi de progrès de groupe exige au préalable une sensibilité et un engagement conscient dans les 3 premières lois de l'âme. Et cela a pour effet l'émergence de 3 états d'être majeurs qui rendent possible la pratique de cette loi de progrès de groupe. Le premier état d'être consiste à ne plus rien demander, à ne plus rien attendre pour le soi séparé, pour sa propre vie ou pour les siens, à ne plus rien vouloir en termes d'illumination spirituelle ou même simplement en termes de progrès personnel. Ce n'est qu'à cette condition que des contacts subtils peuvent s'établir subjectivement entre membres d'un groupe et avec d'autres groupes. En effet, toute préoccupation reliée à soi ou à ses proches crée un mouvement centripète d'énergie qui s'emploie à prendre et non à donner, emplissant l'aura d'une charge énergétique qui la coupe de ses semblables. Le deuxième état d'être consiste à avoir installé une vie de service, une vie consacrée à l'aide, à l'élévation, à l'amour et au secours, à apporter à tous les terriens sous quelque forme que ce soit. Bien sûr, cet état d'être demande de nombreux ajustements pour passer progressivement d'un service physique et concret à un service plus dématérialisé, où le rayonnement de l'âme à travers la personnalité, d'une part, et à travers les idées, d'autre part, devient prioritaire, parce que ce sont les idées qui mènent le monde. Et ce qui nous amène donc au troisième état d'être, qui nécessite de savoir utiliser le mental, à la fois en tant que récepteur, décodeur des idées abstraites, et avoir la capacité de les matérialiser en forme pensée précise et concentrée. Et donc, ces 3 états d'être sont indispensables et ils nous amènent à comprendre à quel point penser est une activité de groupe, où chaque individu, en captant certaines vibrations présentes dans l'espace du mental abstrait, participe en groupe subjectif à la traduction d'une pensée globale qui elle-même les inspire en retour. Et c'est ainsi que la télépathie, d'abord inconsciente puis consciente, est pleinement à l'œuvre à travers les incidences de cette loi de progrès de groupe qui régit les âmes que nous sommes. Tout cela est indispensable pour pouvoir aborder donc la loi de progrès de groupe. Et puis il y a un autre préalable, un autre point indispensable, un 4e état intimement lié à la loi de progrès de groupe qui propose que nous nous éduquions à la discrimination vibratoire. Bon. Et là, nous abordons un point difficile ce soir, car plus nous progressons dans la conscience du 5e règne, plus nous travaillons dans l'abstrait et l'immatériel, et moins notre mental concret peut comprendre quoi que ce soit. Donc ça nous incite à un autre fonctionnement, mais ça n'est pas facile. Alors, discrimination vibratoire. Qu'est-ce que ça signifie exactement? La discrimination vibratoire, c'est une forme particulière de discernement.
C'est la capacité de discerner l'ensemble des énergies présentes dans chacune des manifestations individuelles et collectives. Par exemple, quelles sont les énergies à l'œuvre en nous? Sommes-nous en capacité de sentir et de discerner les vibrations de notre corps mental, celles de notre corps émotionnel, celles de notre corps éthérique? Distinguons-nous la vibration de notre âme? Pouvons-nous reconnaître la vibration de l'âme de quelqu'un d'autre? Discernons-nous la vibration du groupe intérieur auquel nous sommes forcément affiliés, même si on ne le sait pas? Parvenons-nous à identifier la vibration d'autres groupes avec laquelle la loi de progrès de groupe nous incite à travailler? Si jamais nous tentons de répondre à ces questions logiquement depuis notre mental concret, nous échouerons en nous perdant dans des descriptions sans fin, en utilisant des mots qui ne traduiront en rien la nature de ces mondes informels. Souvenons-nous que les mots servent beaucoup plus souvent à voiler la vérité qu'à la révéler. Nous devons donc nous rendre compte que les explications que nous nous efforçons de donner ne sont qu'un voile qui cache la réalité vibratoire qui préside à la manifestation. Il faut donc nous rendre à l'évidence, le mental concret est totalement impuissant à répondre à la discrimination vibratoire à laquelle nous invite la loi de progrès de groupe. Et cela, ce n'est que lorsque nous acceptons qu'il ne puisse donner aucune réponse que nous pouvons nous ouvrir télépathiquement à ce que nous ne savons pas encore. Or, pour travailler télépathiquement, il faut apprendre à reconnaître progressivement toutes ces vibrations en considérant le monde d'un point de vue énergétique et non plus d'un point de vue formel. C'est la seule voie pour distinguer le groupe auquel nous appartenons, il n'y en a pas d'autre. Et c'est la seule voie pour prendre contact avec tous les groupes avec lesquels on pourrait travailler subjectivement. Quand on commence à travailler en tant qu'âme, cette cinquième loi impose donc d'abandonner toutes les définitions et les savoirs concrets pour pénétrer, sentir, découvrir et connaître le monde d'un point de vue purement vibratoire. Alors, comme on le disait tout à l'heure, ça paraît totalement impossible à notre bonne vieille logique concrète et on déclare forfait. Moi, je ne saurais jamais faire ça. Pourtant, ce qu'on ne réalise pas, c'est que d'un certain point de vue, nous le faisons déjà. En effet, sur l'espace émotionnel, mais nous savons discriminer les ambiances vibratoires d'un lieu. On n'appelle pas ça discrimination vibratoire, on appelle ça ambiance. Mais c'est pareil. On sait parfaitement discriminer les ambiances vibratoires d'un échange avec quelqu'un, d'un paysage, d'une maison. Nous savons reconnaître parfaitement la vibration de quelqu'un que nous connaissons bien. Nous savons reconnaître s'il est bien ou s'il ne l'est pas, à la nature des vibrations qu'il dégage, même si on ne s'en rend pas compte. On sait le faire, émotionnellement. Toutes ces nuances résultent d'une discrimination vibratoire sur les plans émotionnels que les plus sensibles d'entre nous, mais pratiquent quotidiennement. La discrimination vibratoire, donc telle qu'elle est proposée par la loi de progrès de groupe, nous invite simplement à transférer ce processus de différenciation sur un niveau supérieur. Et d'ailleurs, si nous ne le faisons pas déjà, ce n'est pas forcément une difficulté insurmontable qui nous empêche de le faire, mais le simple fait de ne même pas y penser. Nous sommes tellement captifs des mondes formels, tellement habitués à nous contenter de nos connaissances engrangées par notre mental concret, tellement férus de nos définitions, que percevoir le monde vibratoirement ne nous intéresse pas. Pire, nous imaginons que si nous cherchons à développer cette sensibilité, nous allons quitter les acquis du mental concret pour retrouver les eaux de l'émotionnel. Et c'est là qu'il s'avère important de discriminer les vibrations avec lesquelles nous sommes en phase. Sommes-nous dans les espaces vibratoires de l'émotionnel, dans ceux de l'âme, du mental abstrait ou du plan bouddhique?
ce n'est qu'en sachant dans quel champ vibratoire nous naviguons que nous pourrons répondre à cette loi de progrès de groupe et connaître, alors depuis les sphères les plus subtiles, ce que les écrits ésotériques nomment la capacité de réponse intuitive. Alors, à ce moment-là, le travail de groupe pourra s'effectuer dans les meilleures conditions. Mais, d'une certaine manière, on ne va pas se décourager, ce travail de groupe est déjà en cours. Car un nombre croissant d'individus répond au préalable à la loi de progrès de groupe. Et si ce travail de groupe ne se voit pas, s'il n'a pas d'organisation extérieure, s'il ne peut pas se vérifier concrètement, parce qu'il s'effectue sur les niveaux subjectifs, nombreux sont celles et ceux qui s'y consacrent incognito, et parfois même sans réaliser la richesse du travail auquel ils coopèrent pourtant assidûment. Et progressivement, les effets de leur travail apparaissent à travers des groupes objectifs qui portent de nouvelles valeurs dans nos sociétés et sont en passe de modifier sensiblement le visage de notre civilisation. Nous avons étudié au cours de l'année 2022 les 10 groupes fondamentaux autour desquels s'articule ce travail subjectif. Ce sont, rappelons-le brièvement, le groupe des télépathes, des dissipateurs du mirage, le groupe des guérisseurs magnétiques, le groupe des éducateurs, le groupe des travailleurs dans le domaine de la politique, dans le domaine de la religion, dans le domaine des sciences, le groupe des psychologues, le groupe des économistes et des financiers. Et donc, ensemble, ils forment ce qu'on appelle le groupe des serviteurs du monde. Et tous ces groupes résultent de l'expression de la loi de progrès de groupe, qui peu à peu insémine les consciences et amène dans le fonctionnement intérieur de nos contemporains un engouement pour le travail de groupe, y compris au niveau personnel, engouement qui n'existait pas il y a encore un siècle. Naturellement, ce sont là pour l'instant des déformations du véritable progrès de groupe, encore régi par une hiérarchie autoritaire, mais ça témoigne quand même de la pénétration progressive de cette idée au sein de l'humanité. Alors pour nous qui cherchons à travailler de plus en plus en groupe, nous sommes invités à répondre à 3 objectifs. Aller de plus en plus vers l'unité de groupe, la méditation de groupe et le service de groupe. Bon. Le premier objectif auquel la loi de progrès de groupe nous invite, c'est donc d'œuvrer à l'unité de groupe. Ok. Mais qu'est-ce que ça implique véritablement ? Ça signifie que l'unité de groupe ne s'obtient que par le retrait progressif de l'intérêt que chacun porte à soi-même, par la pratique continuelle de l'innocuité et la culture du contentement, qui ne sont pas choses faciles. Ce n'est qu'à cette condition que l'amour peut croître et que nous pouvons ouvrir nos ressentis et nos pensées à l'humanité et aux autres règnes de l'humanité, de la planète. Et c'est en nous percevant unis à tous les chercheurs de vérité, à tous les serviteurs du monde, même si nous ne partageons pas les mêmes points de vue, que nous construisons un monde plus unitaire. C'est ainsi qu'une identité de groupe devient de plus en plus tangible. Ce qui nous amène d'ailleurs au deuxième objectif qui est la méditation de groupe. En effet, si nous nous percevons en tant qu'ensemble, alors c'est ensemble que nous méditons, pleinement reliés les uns aux autres, même si nous ne sommes pas en mesure de nous identifier formellement. C'est en unité de groupe subjectif, quand en CAM, nous nous offrons comme récepteurs aux énergies à mettre en œuvre pour les temps à venir. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est généralement ce que nous faisons lors des méditations de pleine lune. Et puis c'est aussi pour cela que nous avons proposé une méditation de groupe pour l'année. Ensemble, nous sommes en mesure de réceptionner un certain nombre d'énergies, même si nous ne parvenons pas encore à discriminer ce à quoi nous nous rendons sensibles. Mais c'est quand même en ce sens que nous pouvons être porteurs de paix sur Terre. Et puis quotidiennement, nous pouvons aussi, dans nos méditations, nous relier au groupe des serviteurs du monde, ce qui naturellement nous amène au troisième objectif, le service de groupe. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque les groupes auront travaillé ensemble subjectivement pendant un certain temps, lorsque l'intégrité de groupe, la cohésion de groupe et la méditation de groupe seront vraiment une réalité,
alors ils commenceront à fonctionner à l'extérieur. Alors ils commenceront à faire sentir leur présence et leur créativité dans la société. Ainsi, c'est en cultivant et en pratiquant ces 3 objectifs que nous répondons consciemment à la loi de progrès de groupe et que nous nous inscrivons pleinement dans le fonctionnement créatif du 5e règne. C'est ainsi que nous prenons place avec tous au sein de la hiérarchie, afin d'apporter notre quote-part au dessein global. Évidemment, plus nous percevons l'importance de cet engagement, plus nous sommes confrontés à la dualité, qui oppose nos intérêts particuliers aux intérêts du groupe. Et c'est là que nous devenons sensibles à la 4e loi de l'âme, la loi de répulsion. Parce que cette loi n'est pas non plus d'un abord facile. Parce qu'elle nécessite également d'être interprétée d'un point de vue vibratoire et non pas mental concret. Si nous voulons évidemment éviter d'entrer dans la notion simpliste d'attitude indésirable dont on fait la liste et qu'il faudrait repousser. Non. Et donc cette loi ne nous propose donc pas de nouvelles tables de la loi, mais une mise en phase avec l'intention de l'âme qui naturellement repousse tout ce qui ne la sert pas. Nous avons décidé de traiter cette loi en dernier lieu parce qu'il est nécessaire de percevoir globalement ce que réclame la loi de progrès de groupe, l'unité de groupe, la méditation de groupe et le service de groupe, pour apprécier tout ce à quoi la personnalité va devoir renoncer pour y souscrire pleinement. Ces 2 lois sont totalement intriquées et influencent conjointement la vie de celui ou de celle qui rentre dans le 5e règne. Alors, comme nous venons de l'évoquer, le fonctionnement en conscience de groupe répond à la loi de progrès de groupe et à l'énergie de la loi de répulsion. Et c'est cette énergie qui pousse les individus à se décentrer, à se libérer de la passion et à se discipliner pour méditer et servir. Mais bon, des aspects plus subtils de cette loi incitent à poursuivre cette répulsion au-delà de ce que nous ressentons comme évident, au-delà de ses premiers effets, et à trouver l'attitude vibratoire qui commence à mettre fin à la dualité entre les opposés qui occupent le devant de la scène de notre vie et qui obscurcissent la voie de l'âme. Comme par exemple le juste et l'injuste, le bien et le mal, l'amour et la haine, la vérité et l'erreur, l'âme et le corps, et il y en a bien d'autres. Et dans ces dualités, il nous apparaît évident qu'il y en a un qui est bon et l'autre qui ne l'est pas. C'est bien là le problème. Et là encore, nous retrouvons justement la nécessité de faire appel à la discrimination vibratoire, qui seule permet de découvrir, puis d'emprunter la voie du milieu, qui permet d'échapper à ces paires d'opposés, quelles qu'elles soient. Parce que notre mental concret, une fois de plus, il trouverait bien des réponses, mais elles ne seront d'aucune utilité pour repousser ce qui n'a plus lieu d'être. Et donc la voie de répulsion nous propose de chercher ce qui n'est ni l'un ni l'autre de ces opposés, pour découvrir le chemin central de lumière qui les inclut. Et c'est sur ce chemin que nous avons à cheminer tous. Ce travail ardu, naturellement, c'est la clé de la loi de répulsion. Il repousse progressivement toute dualité, et c'est ce qui permet de vivre pleinement au sein du 5e règne, dans un vécu total d'unité. Alors, voilà la vie qui nous est proposée dans ce 5e règne. Nous sommes invités à prendre notre place au sein de la hiérarchie pour retrouver ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Ça nous demande un transfert de conscience parce que ça n'est pas un simple glissement d'un comportement à un autre, mais un véritable saut d'un règne de la nature à un autre. Et c'est pourquoi il est normal de se confronter à des résistances, à des difficultés. Mais l'âme est patiente et sait que quoi qu'il arrive, nous ferons complètement ce transfert, puisqu'en fait il est déjà en cours. Et que déjà nous y concourons, entre autres, avec la méditation, comme la méditation commune qui nous réunit maintenant
et que nous allons faire ensemble.